cérémonie, Monsieur le représentant du directeur général du CENAC, Monsieur le coordonnateur des AFAC, Monsieur le parrain, voilà, chers invités, chers professionnels de l'action culturelle, chers entrepreneurs culturels, messieurs les formateurs, les panélistes, j'aimerais d'abord traduire toute ma reconnaissance à M. Soldat Jaboy. Je pense que nous sommes plus ou moins déjà dans le même bateau. Voilà. Merci de m'associer à cette formation-là. C'est toujours un plaisir de venir échanger, recevoir aussi avec tous les autres professionnels. Nous sommes tous de la même famille de la culture. Donc, en ce qui concerne notre présentation de ce matin, le thème de cette session est intitulé « La sauvegarde du patrimoine et la préservation de la paix sociale ». Parce que c'est un thème d'actualité. Voilà, un thème d'actualité parce que tout ce qui concerne la paix est toujours quelque chose de, pas nouveau, mais quelque chose de réel. Voilà. C'est quelque chose de tous les jours. Et le patrimoine, comme le parrain l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de culture sans patrimoine. Voilà, donc je pense que les deux éléments mis l'un dans l'autre vraiment sont importants pour nous. Le sous-thème sur lequel j'aimerais intervenir, c'est le rôle du patrimoine culturel dans la formation de l'identité nationale. Donc je pense qu'on peut y aller déjà. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un... Monsieur Pam, s'il vous plaît, vous pourriez me... Viens m'aider à faire passer. Parce que je ne veux pas faire passer, puis voilà. Voilà. Viens, tu vas m'aider pour la manipulation, et puis je vais expliquer. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Assois-toi. De faire passer. Donc voici le plan de présentation. Voilà. D'abord nous allons définir quelques mots. Voilà. Et puis tel que le patrimoine culturel, qu'est-ce que c'est? L'identité nationale, parce que ce sont des termes qui concernent même ce sous-thème que je vais présenter. Ensuite, le rôle même du patrimoine culturel dans la formation de l'identité nationale. Comment est-ce que le patrimoine culturel peut favoriser, voilà, cette formation de notre identité. Et après, nous allons conclure. Allons-y, c'est suivant. Ok, nous parlons du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel joue un rôle vraiment important, un rôle essentiel, voilà, au niveau de chaque peuple, au niveau de chaque culture, de chaque communauté, au niveau de chaque nation, de chaque État. Les images que vous voyez là sont quelques représentations de notre patrimoine culturel assez riche, assez diversifié. Voilà, donc c'est pour dire que le patrimoine culturel joue un rôle essentiel, voilà, dans la formation de l'identité nationale d'un pays, comme l'avons dit. Voilà, il représente l'ensemble des biens culturels que nous avons hérités, voilà, hérités du passé, tels que les monuments historiques, voilà, les traditions, les coutumes, voilà, l'artisanat, la langue, la musique, la danse, la culture, etc. Et ces éléments-là, qui font partie du patrimoine culturel, contribuent à façonner, voilà, l'identité collective d'une nation, l'identité d'un peuple. Et au travers de cela également, c'est toute une histoire qui est racontée, c'est toute une histoire qui est relatée, c'est une histoire qui est transmise, mais qui doit être transmise, voilà, aux générations futures. C'est également des valeurs. Ok, on peut y aller, continuer. Voilà. Donc, quand on parle au niveau de l'approche définitionnelle, le mot patrimoine culturel, c'est un mot qui est apparu au XIIe siècle. Et il vient du latin patrimonium, voilà, c'est-à-dire héritage du père. Donc c'est quelque chose qu'on transmet, voilà. C'est un bien transmissible, voilà, un bien transmissible. Donc déjà,
quand on parle de quelque chose qu'on transmet, il y a la notion déjà implicitement la notion de développement durable. Voilà. Parce que le développement durable, c'est satisfaire à nous, à nos besoins, nous qui sommes là, qui vivons déjà, qui sommes en vie. Nous devons répondre à nos besoins. Mais tout en répondant à nos besoins, en satisfaisant nos besoins, nous devons penser aux besoins des générations qui vont venir après nous. Et donc on parle du patrimoine. Le patrimoine aussi s'inscrit dans l'idée, la notion de développement durable. C'est vraiment cela. Et donc selon l'encyclopédie universaliste Wikipédia, le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble, voilà, des biens matériels ou immatériels ayant une importance artistique et ou historique, voilà, certaines qui appartiennent soit à une entité privée, voilà, une personne physique, une entreprise, une association, bien, soit une entité publique, voilà, une région, voilà, un département, ainsi de suite. Donc, dans la notion de patrimoine culturel, il y a le patrimoine matériel et il y a le patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel, c'est ce qui est tangible. Voilà. Ce qui est tangible. Voilà. Le patrimoine immatériel, c'est, quand on parle d'immatériel, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Le patrimoine matériel, c'est, comment on appelle ça, des paysages construits, voilà, l'architecture, l'urbanisme, des espaces aménagés, des espaces géographiques, des sites archéologiques et géologiques. C'est ça le patrimoine matériel. Maintenant, le patrimoine matériel renvoie à tout ce qui est coutume, tradition, contes et légendes, voilà, mythes, ainsi de suite. Voilà. Ok, on peut avancer. Voilà, vous avez quelques éléments encore en image là, du patrimoine culturel. Voilà, la statue Aquaba, une peinture, voilà, sur voilà, un pain tissé, les cascades, voilà, au niveau de Mont Nimba, le pont de Liane, voilà, de Mans, qui sont quelques images qui représentent le patrimoine culturel ivoirien. On continue. Voilà, vous avez d'autres éléments, voilà. La maison Gamandé, voilà, à Bassam, la basilique, les mosquées de style soudanais au nord de la Côte d'Ivoire. Ok. On continue. Voilà, l'identité, voilà, nationale. Quand on parle d'identité, c'est ce qui permet d'identifier une personne, ce qui permet d'identifier une chose, voilà. Voilà, un objet. Voilà, quand on parle d'identité nationale, c'est ce qui se rapporte à une communauté. Voilà, ce qui se rapporte à une communauté, à un ensemble de personnes physiques. Voilà. Et selon le dictionnaire Larousse, vous avez ces 4 niveaux de définition. Voilà, rapport que présentent entre eux 2 ou plusieurs êtres. Voilà. Ou choses qui ont une similitude parfaite. Ensuite, caractère de 2 êtres ou choses qui ne sont que 2 aspects divers d'une réalité unique. Ensuite, le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, voilà, qui fait son individualité, sa singularité, personne qui cherche son identité, voilà, identité nationale par exemple. Le dernier élément que le Larousse nous donne, c'est ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un, voilà, les dates, les lieux de naissance, ainsi de suite. Donc voici quelques éléments de définition, voilà, que nous avons pu tirer du Larousse. Le deuxième niveau de présentation, la deuxième partie, va se rapporter maintenant au rôle que peut jouer le patrimoine culturel dans la formation de l'identité nationale. Et c'est ce qui constitue même le point central de cette présentation de ce matin. Et ce rôle-là, joué par le patrimoine culturel dans la formation de l'identité nationale, se situe à plusieurs niveaux, mais j'ai retenu 5. Voilà. Le premier niveau, c'est que le patrimoine culturel permet de transmettre l'histoire et des valeurs. Il y a une transmission de notre histoire, une transmission d'un certain nombre de valeurs.
vous voyez, d'un certain nombre de valeurs. Le patrimoine culturel reflète l'histoire d'un peuple au travers de... Vous avez vu les images déjà dans les slides précédents. Voilà. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une communauté, l'histoire d'un État qui est représenté au travers du patrimoine culturel. Voilà, qui est transmise au travers du patrimoine culturel. Et non seulement l'histoire, mais aussi il y a des valeurs. Voilà, quand on parle de valeurs, c'est tout ce qui ramène à l'éthique, voilà, des choses positives, bien sûr. Et donc, le patrimoine culturel reflète l'histoire d'un peuple, les luttes de ce peuple-là, voilà, les réalisations de ce peuple et même les échecs de ce peuple. Et donc, il permet de transmettre aux générations futures les valeurs, les traditions et les connaissances qui ont façonné, ou bien qui ont façonné la société. Et donc, à ce niveau-là déjà, si nous devons transmettre notre histoire aux générations futures, nous qui sommes déjà en vie, nous devons transmettre notre histoire aux générations futures. Cela veut dire que nous avons un devoir, le devoir de préserver ce patrimoine culturel, le devoir de sauver ce patrimoine culturel. Et en même temps, implicitement, ça veut dire que nous devons vivre en paix. Nous devons tout faire pour éviter tout ce qui est conflit qui pourra nous amener à perdre une partie de ce patrimoine culturel, donc perdre une partie de notre histoire. C'est très important. On continue. Voilà, donc voici un exemple ici, le Zaoli. Voilà, le Zaoli qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, voilà, qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Le Zaoli, un exemple de transmission de l'histoire des valeurs. Le Zaoli qui est une danse, voilà, une danse et une musique populaire des communautés Gouro, voilà, des Yénoula de Bois-Flé, merci bien, voilà, de la Côte d'Ivoire. Et donc, le Zaoli symbolise la beauté féminine, voilà, la beauté féminine. Et au niveau du Zaoli, nous avons, le Zaoli possède une fonction éducative, voilà, ludique, esthétique, et c'est une identité, un peuple, une communauté qui se reconnaît dans cette danse-là. Voilà, qui se reconnaît dans cette là. Et ce n'est pas seulement une simple danse, comme l'avons dit, il y a une transmission de l'histoire, il y a une transmission de valeurs. Voilà, parce que le Zaoli combine, il y a la sculpture, il y a l'habillement, il y a l'habillage et tout ça. Voilà, donc c'est plusieurs choses à la fois. Voilà, il y a la préservation de l'environnement, et ici le Zaoli favorise aussi l'intégration de la cohésion sociale. Donc c'est cela. Donc voici déjà le premier rôle que peut jouer le patrimoine culturel dans la formation de notre identité nationale. On va passer, voilà. Le deuxième rôle, c'est le renforcement du sentiment d'appartenance. Voilà. Quand on parle d'identité nationale, ça veut dire que nous nous reconnaissons en quelque chose. Voilà. Nous nous reconnaissons en quelque chose. Il y a un sentiment que nous appartenons à une certaine réalité. Voilà. Nous partageons quelque chose de commun. Et donc, en valorisant et en préservant leur patrimoine culturel, les individus se sentent plus proches les uns des autres. Voilà, et développent un sentiment d'appartenance à une communauté partageant les mêmes racines culturelles. Voilà, donc, nous valorisons ce patrimoine-là. Voilà, nous préservons ce patrimoine et en valorisant, en sauvegardant, en préservant ce patrimoine culturel-là, les individus se sentent proches les uns des autres. Voilà, chacun se sent appartenir, voilà, à une communauté, à un peuple, voilà. Et nous partageons la même histoire, nous partageons les mêmes racines culturelles. Et à ce niveau-là, il y a un exemple aussi, slide suivant. Voilà, un exemple, voilà, sentiment d'appartenance. Vous voyez par exemple les deux exemples sur le style qui est là. Là, le poro, qui est une danse initiatique des peuples Senufo. Voilà. Et donc, ceux-là qui ont fait le poro savent qu'il y a un savoir, voilà, ou bien des savoirs qui sont transmises. C'est une histoire qui se cache derrière le poro. Ce n'est pas seulement des masques, mais c'est toute une histoire, voilà, d'un peuple qui se cache derrière le poro. C'est une initiation et seuls les initiés peuvent comprendre ce qui se passe
voilà, lorsque on s'engage dans le poro, dans ce rite-là, voilà, dans cette initiation-là. Et des choses, ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas comprendre. Et il y a non seulement cela, il y a des interdits, des choses qu'il faut faire, des choses à ne pas faire. Donc, tous ceux qui sont dans le poro, voilà, ont ce sentiment d'appartenance à un groupe d'initiés. Vous voyez un peu, voilà, c'est également cela le rôle que joue le patrimoine culturel. Il y a une identité, voilà. Nous avons fait le poro, nous nous reconnaissons dans le poro, voilà, ainsi de suite. L'autre côté, c'est une fête de génération des peuples épris, voilà, voilà. Des personnes de même génération, voilà, on danse, voilà, on se sent appartenir à un groupe donné, voilà, ainsi de suite. Donc c'est ce sentiment d'appartenance-là que nous voulons traduire. On se sent appartenir à une même famille, même si ce n'est pas des familles biologiques, mais le fait de danser ensemble, la fête de génération, voilà, le fait d'être initié au poro, voilà, nous nous sentons appartenir à une même famille, où nous partageons des choses, voilà, des secrets et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Des savoirs et des interdits. Ok. Nous continuons. Le troisième niveau, voilà, au niveau des rôles joués par le patrimoine culturel dans la formation de l'identité, c'est la conscience de l'identité nationale. Pardon, la constitution de l'identité nationale. La constitution de l'identité nationale. Le patrimoine culturel est un élément clé dans la constitution de l'identité nationale. C'est un élément clé, un élément fondamental. Pourquoi? Parce que le patrimoine culturel permet de forger une conscience collective. Voilà. Une conscience collective, et aussi permet de renforcer un sentiment d'unité et de solidarité. Un peuple se reconnaît dans son patrimoine culturel. Voilà. Et donc, si nous voulons construire cette identité nationale-là, ça veut dire que nous devons tout faire pour préserver notre patrimoine culturel de toutes sortes de menaces. Voilà. C'est vrai que quand on parle de sauvegarder le patrimoine culturel, il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des menaces qui ne dépendent pas de l'être humain. Les catastrophes naturelles ne dépendent pas de nous. Voilà. Tu ne peux pas attraper la pluie pour ne pas que la pluie tombe et puis cause des inondations. N'est-ce pas? Voilà. Mais il y a des choses qui nous appartiennent. Par exemple, si cela dépend, autant que ça dépend de nous, si, éviter par exemple les conflits, toutes sortes de conflits, ça peut être des conflits religieux, tribaux, voilà, ainsi de suite. Éviter la guerre, parce que la guerre porte atteinte au patrimoine culturel. Voilà. Beaucoup de biens, beaucoup d'éléments de ce patrimoine-là peuvent être détruits au travers des guerres. Nous avons connu les 2 guerres mondiales. Voilà. Nous avons connu des crises dans les différents pays africains. Voilà. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons connu des crises. Nous avons vu ce que ces crises politiques, ces crises militaires ont entraîné. Voilà. Donc, nous devons veiller à ce que ces choses ne se répètent pas. Et c'est pour ça, au niveau de l'UNESCO, l'UNESCO fait beaucoup plus de la sensibilisation, de la prévention. On parle de prévenir l'extrémisme violent. Voilà. Parce que l'UNESCO considère que la violence n'est pas extérieure à l'être humain. La violence est dans notre esprit. C'est pour ça qu'au niveau de l'acte constitutif de l'UNESCO, l'UNESCO dit que les guerres prenaient naissance dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever des défenses de la paix. Souvent, les gens ont du mal à comprendre la position de l'UNESCO. L'UNESCO n'est pas une structure comme l'ONU. Voilà. L'UNESCO, c'est un laboratoire d'idées, c'est beaucoup plus la coopération intellectuelle. Ce n'est pas des résolutions qu'on prend à tout niveau, voilà, pour sanctionner un pays, mettre embargo militaire. Non, l'UNESCO ne fait pas ça. L'UNESCO fait plus que ça. L'UNESCO vous dit, si vous ne faites pas attention, ça va vous conduire à ça. Donc, chacun doit travailler sur son esprit, son état d'esprit, son mental, pour ne pas qu'on en vienne à ce qui peut détruire l'humanité. Et donc, quand nous parlons de la constitution de l'identité nationale, le
le patrimoine joue ce rôle-là, à ce niveau-là également. Le patrimoine culturel contribue à construire notre identité nationale. Ok. Slide, voilà. Vous voyez par exemple, ces trois images-là, la Tour Eiffel. Tous les Français se retrouvent dans la Tour Eiffel. Voilà. La Tour Eiffel devient un peu comme une sorte d'identité nationale pour la France, pour les Français. Bien sûr que la Tour Eiffel attire des millions et des millions de touristes de partout dans le monde. Voilà. Mais quand on parle de Tour Eiffel, les Français s'y retrouvent, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, je préfère commencer par aller par l'image du bas pour revenir à droite. L'image du bas, c'est sans commentaire, le Garba, la Tchéké. Voilà. Voilà, qui a été labellisé. Voilà. Aujourd'hui, quand tu dis à Tchéké, tout le monde sait que c'est ivoirien. Voilà. Alors que ivoirien, mais c'est les peuples du Sud. Voilà. Mais aujourd'hui, la Tchéké se mange partout et à toutes les heures. Voilà. N'est-ce pas? À toutes les heures. Au nord, les gens mangent la Tchéké. À l'ouest, les gens mangent la Tchéké. Au centre, voilà, ce n'est plus seulement une affaire du Sud. Voilà, même le bébé, l'enfant de 2 ans, il commence à aimer le Garba déjà. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, donc chacun se retrouve dans cela. Donc la Tchéké également constitue, comment on appelle ça? Voilà, cet élément-là. Voilà. Donc c'est... Ok. Il y a voilà, le pont. Voilà, le pont, le 5e pont, voilà, qui est aussi un élément. Le 4e rôle joué par le patrimoine culturel dans la formation de l'identité nationale, c'est la promotion du dialogue interculturel. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons une 60aine d'ethnies. Voilà. Et loin d'être des inconvénients, c'est plutôt un avantage d'avoir autant d'ethnies. Parce que autant d'ethnies suppose autant de cultures, autant de connaissances. Voilà. Nous devons apprendre les uns des autres, au lieu de nous combattre, de nous entre-déchirer. Parce qu'en nous combattant, nous haïssant, nous entre-déchirant, nous détruisons une partie de notre histoire. Détruisons une partie de notre histoire. Et donc, nous devons plutôt chercher à tirer les éléments des autres régions, 31 régions en Côte d'Ivoire, les éléments des autres régions qui peuvent nous aider à bâtir également notre culture, ou bien enrichir notre culture. C'est très important. Et donc le patrimoine culturel favorise le dialogue et l'échange entre les différentes communautés au sein d'un peuple. À Côte d'Ivoire, nous avons une forte communauté de la CEDEAO. Voilà. Notre hymne national même, je ne sais pas comment on dit ça, nous influence positivement dans ce sens. Salutaire, pays de l'espérance. Voilà. Un pays voilà. Pays de l'hospitalité, pardon. Voilà. Ça veut dire que c'est un pays qui est ouvert aux autres. Et c'est un plaisir de recevoir toutes ces communautés étrangères-là. Nous sommes des frères et des sœurs. Et nous partageons, il y a un échange culturel, l'expression culturelle, la diversité culturelle, le dialogue interculturel. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est un des rôles joués également par le patrimoine culturel dans la formation de l'identité, voilà, nationale. Voilà. Et le patrimoine, le dialogue interculturel permet de mieux comprendre et respecter la diversité culturelle tout en soulignant les éléments qui unissent les individus malgré leurs différences. Nous sommes différents, mais nous sommes unis et nous devons rester unis dans cette différence-là. Voilà. Nous devons rester unis dans cette différence. Nous avons vu les images, voilà, la basilique, les mosquées de style soudanais, les ponts de lianes, les cascades au niveau de la réserve intégrale du Mont Nimba. Voilà, tout cela, voilà, c'est l'expression de la diversité culturelle. Ok, l'exemple au niveau du rôle joué par le patrimoine culturel pour promouvoir le dialogue interculturel, le slide suivant. Voilà, nous avons 2 exemples ici pour mieux étayer la promotion du dialogue interculturel. D'abord, nous avons les alliances à plaisanterie que nous connaissons tous. Voilà, les alliances à plaisanterie. Et nous avons les alliances interethniques. D'abord, au niveau des alliances à plaisanterie, voilà, je l'ai demandé par exemple, les Tourés, voilà, les Tourés peuvent plaisanter, taquiner les Traoré et les Cissé, n'est-ce pas? Voilà, ça, c'est l'expression du dialogue interculturel.
Ensuite, également, chez les Akans, par exemple, les Baoulés peuvent taquiner les Agnis, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des Baoulés ici. Il peut taquiner les Agnis. Maintenant, entre les deux, c'est pas qui est esclave de qui. Voilà. Non. Voilà, donc on peut... Ah, Baoulé avant son petit. Ah, d'accord, donc le parrain a déjà anticipé. Voilà. Voilà. Maintenant, deuxième élément, continue. Les alliances interethniques également. Au niveau des alliances interethniques, qui sont aussi l'expression, voilà, de la promotion du dialogue interculturel. Voilà. Nous avons également les alliés n'ont pas le droit de verser le sang les uns des autres. Voilà. Vous ne pouvez pas verser le sang de votre allié, lui porter atteinte à son intégrité physique. Mais dans toutes ces crises que nous avons eues, voilà, est-ce que les gens, les uns les autres, ont respecté cela? Voilà, les crises de 90, de 99, de 2000, voilà, de 2001, 2002, crise post-électorale 2010, 2011. Est-ce que vraiment les Ivoiriens, les uns les autres, dans ce pays-là, ont tenu compte de leurs alliés et des alliances interethniques? Voilà. Ça, la question reste posée. Voilà. Nous allons répondre à tous. Voilà. Et donc, les alliés n'ont pas le droit de verser le sang des uns des autres. Par exemple, les Yakuba n'ont pas le droit de verser le sang des Senufo. Voilà. Et les Dida n'ont pas le droit de verser le sang des Abé. Parce que, voilà, au nom de l'alliance interethnique, voilà, c'est important et c'est une grâce, moi je peux dire, que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire. Une grâce que Dieu a faite à la Côte d'Ivoire. Ok. Nous continuons. Le cinquième rôle que nous avons pu retenir, voilà, le cinquième rôle joué par le patrimoine culturel dans la formation de notre identité nationale, c'est le développement économique et touristique. Le patrimoine culturel, voilà, contribue au développement économique et touristique d'un pays. Voilà, c'est très, très, très important. Voilà, le patrimoine culturel peut également être un moteur de développement économique. Voilà. Le tourisme culturel qui se développe, voilà, et il y a la création d'une ville durable, voilà, une ville durable, par exemple, avec l'aménagement urbain, certaines infrastructures qui se développent, ainsi de suite, qui attirent des touristes. Voilà. Même les Ivoiriens eux-mêmes, parlons dans le contexte de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui commencent à avoir plus en plus d'attirance pour telle ville, par exemple Grand Bassam, Assini, la baie des milliardaires, la plage de Monogaga, la Grand Bérébi à Sunday, Jacquesville, voilà, beaucoup d'autres, voilà, qui font, voilà, les Ivoiriens eux-mêmes, qui souvent des week-ends vont visiter ces endroits chics-là pour se recréer, voilà, pour s'évader, pour se libérer, pour déstester, et même des visiteurs étrangers, voilà, qui viennent également pour aller visiter ces différents endroits-là. Et donc c'est l'économie locale qui se développe ainsi. C'est également aussi le tourisme qui se développe également. Donc c'est très important. Donc il y a la création d'emplois dans le secteur culturel et il y a, comme l'avons dit, l'économie locale qui se développe. Et au niveau du rôle joué par le patrimoine culturel dans le développement économique et touristique, nous avons le slide suivant qui nous permet de mieux comprendre cela également. Vas-y. Voilà. Vous avez une vue voilà, holistique de la ville historique de Grand Bassam. Voilà, Grand Bassam qui est inscrite depuis 2012 sur le site, voilà, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez également une image de la Bissa. Voilà. Et vous avez également, voilà, vous voyez des gens qui sont en train de danser, voilà, avec des plans dedans, comme on le dit. Est-ce que c'est des pas de danse? C'est tout ça, voilà, traduit le développement économique, touristique, voilà, d'un pays, voilà, d'une ville, ainsi de suite. Que pouvons-nous retenir?
tout simplement dire que s'il y a quelque chose à sauvegarder, à préserver aujourd'hui, c'est notre patrimoine culturel. Oui, c'est important parce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne verront pas ce qui était là quand nous étions encore dans ce monde, quand nous existions. C'est-à-dire, mais quand on existait, la Côte d'Ivoire avait la plus grande tour, voilà, de l'Afrique de l'Ouest, qui était une tour qui était au plateau qu'on appelait la tour F, qui faisait 75 étages. Mais quand ton petit-fils doit venir, il dit, ben papa, où ça est? On dit, ah, il y a eu la guerre et puis ça a été détruit. Donc, pour dire que parler de patrimoine culturel et de paix sociale sont vraiment fondamentaux, c'est important. Voilà. C'est important. Pour que notre patrimoine culturel soit sauvegardé, nous devons vivre en paix. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons accepter les cultures les uns des autres. Nous devons éviter d'agresser la planète. Nous devons vivre avec la mentalité du développement durable, satisfaire nos besoins d'aujourd'hui, tout en évitant de compromettre les besoins des générations futures. Le patrimoine culturel participe de manière fondamentale, de manière obligatoire à la formation de notre identité nationale. Un peuple se reconnaît dans son patrimoine culturel. Je vous remercie. Merci de bien vouloir ovationner M. Akichi Valère pour cette brillante intervention. Et puisque j'ai bien suivi la session, la formation, il y a une question qui me trottine l'esprit. Monsieur Akichi, comment faire finalement pour sauvegarder le patrimoine culturel? Aujourd'hui, comment je fais pour laisser un héritage à mes enfants? Ok, merci bien. C'est simple. D'abord, il faut expliquer à l'enfant ce que c'est que le patrimoine culturel. Il va dire, papa, patrimoine, mais maman, patrimoine culturel, ça veut dire quoi? Tu l'amènes quelque part sur un site, par exemple, tu lui dis, tu vois ça là, qu'est-ce que tu penses? Il va dire, ah maman, c'est joli, hein? C'est ça le patrimoine culturel. Il ne faut pas casser ça, il ne faut pas détruire. C'est comme, vous êtes à la maison et puis vous avez des ustensiles spéciaux dans lesquels vous servez les personnes qui viennent vous rendre visite. Des vases qui vous ont coûté en porcelaine, des choses comme ça. Vous ne servez pas tout le monde dedans. C'est quand il y a des événements spéciaux que vous servez les gens dedans. Et quand les enfants vont les prendre, non, il ne faut pas toucher ça. Ne touche pas ça. Ça, c'est le patrimoine de la maison. N'est-ce pas? Hein? Voilà, la même chose. Il faut dire à l'enfant, il faut lui expliquer ce que c'est que le patrimoine. En termes théoriques. Maintenant, en termes pratiques, tu l'amènes et puis tu lui montres, par exemple, un monument. Tu lui montres, par exemple, si cela vous le permet, là, tu vas dans la réserve du parc de la Comoué. Voilà. Je dis, tu vois comment ici on respire bien, il y a l'air pur. C'est ça le patrimoine. Voilà. Il ne faut pas le détruire, il ne faut pas le garder. Donc il faut expliquer à l'enfant ce que c'est que le patrimoine. Il faut lui dire ce que ça représente. Que en tant que parent, que nous on vous laisse veiller à cela et ne permettez pas que cela soit détruit. Parce que si cela est détruit, vous allez voir que ça ne fait plus partie de notre histoire. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui ont des... Tous ceux qui sont de mon âge ou de ma génération se rappellent encore des émissions télévisées faisant la promotion des contes et légendes qui ont totalement disparu de nos petits écrans. Le constat que nous on fait, c'est qu'il y a de moins en moins d'éléments de notre patrimoine qui sont mis en avant dans les programmes télé à l'heure même où il y a de plus en plus de chaînes de télévision. Ça, c'est le constat empirique que nous pouvons faire. En tant qu'experts, quel diagnostic faites-vous de la promotion du patrimoine culturel ivoirien en Côte d'Ivoire, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit? Oui.
Bon, merci, monsieur le parrain. Ce que moi je peux dire, c'est que il y a les menaces de... C'est vrai que j'avais parlé des menaces de certaines catastrophes naturelles qui nous échappaient, mais il y a d'autres menaces qui sont de notre fait également. Et puis il y a aussi la mondialisation. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si l'humanité va dans un sens. Et puis je suis obligé de dire, entre guillemets, tout le monde est obligé de suivre. Voilà. Je prends l'exemple au niveau, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur. À un moment, tout le monde, en Côte d'Ivoire ici, on appliquait, comment on appelle ça, au niveau de l'enseignement des universités, comment ils appelaient ça, voilà, voilà, c'est ça. Maintenant, après, on a basculé dans le système LMD. Est-ce qu'on était préparé à ça? C'est la même chose au niveau du patrimoine culturel et de tout ça. Comme l'avait dit, il y a eu l'enseignement télévisuel et tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Bon, mais à un moment donné, les gens estimaient que, bon, il y a l'effet de mode, il faut suivre toute la mouvance, la mondialisation, voilà, pour ne pas, voilà. Donc, moi je pense que tout choix doit être bien réfléchi. Voilà. Et puis il faut être responsable des choix qu'on fait. Voilà. Que ce soit individuel ou bien collectif au niveau du pays. Voilà. Et puis le choix il faut toujours peser le pour et le contre. Si on opte pour ça, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Souvent les Africains, le constat c'est qu'on opte pour telle politique, pour telle réforme, pour telle chose, et puis après, 20 ans après, on voit que ça nous rattrape. Voilà. Je pense que, bon, comme l'avait dit, on ne jette pas la pierre à quelqu'un, mais nous qui sommes acteurs culturels, professionnels de l'action culturelle, c'est d'abord à nous de nous battre pour que notre patrimoine, comment on appelle ça, culturel, soit préservé, sauvegardé. Et puis aussi, le faire comprendre aux autorités, à nos autorités, à nos décideurs. Voilà, voilà. Donc c'est... Bon, je pense que la question reste ouverte et chacun peut se prononcer là-dessus, sinon c'est ce que je pense. Quoi. Il y a la menace de la mondialisation. Alors, on veut toujours suivre la tendance mondiale. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Voilà, voilà. Donc, c'est à nous de voir, conceptualiser toujours la chose à nous, à notre niveau. Voilà, bon. Je pense que c'est ce que je peux apporter. Je ne sais pas s'il y a des contributions. Voilà. Dans la salle. Merci. Je suis Legen Kofi. Je suis artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, chercheur en musicologie et en linguistique, finaliste de podium 1992, détenteur du prix du meilleur artiste traduit moderne des Émerites Bawué d'Or 2024. J'ai une préoccupation, je peux dire une menace qui plane dans les villages aujourd'hui. Avec l'avènement aujourd'hui de nos religions, voyez, je prends un exemple, il y a un pasteur qui sort dans cette famille et puis qui vient et dit bon ok, bon le masque là, je vais le prendre, je vais aller jeter ça. Alors il prend et puis à l'insu de tout le monde, il s'en va vendre. Donc ce qui fait qu'il y a une perdition aujourd'hui des danses culturelles dans les villages. Aujourd'hui, les initiés, moi je suis protecteur, je valorise le Goli. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Béomi par exemple, nous sommes des initiés dans le Goli, après les mois. Aujourd'hui, vous allez dans les villages aujourd'hui, un initié du Goli qui meurt, disons, on place les baffles, et puis c'est la musique. En fait, c'est funérailles avec. Alors que ce monsieur-là, quand on parle de lui, alors il a été un très grand créateur disons, de la culture dans le village.
Donc, ma question, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tous ceux qui vendent les arts dans les villages aujourd'hui? Merci. Ok, merci bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tous ceux qui vendent? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question. Bon, oui, il y a une contribution. Oui, il y a quelqu'un, voilà, je pense que c'est un temps d'échange. Voilà, non, allez-y, prenez le micro. Prenez le micro. Que je prenne le micro, je vais le prendre. Je n'ai pas l'habitude de parler dans les micros, même à l'amphi. Dès qu'on m'entend, moi, je parle. Je voulais apporter des éléments de, peut-être pas de réponse, mais de compréhension, parce qu'au Cameroun, on a la même indifférence, on a les mêmes problèmes en fait, même situation. Et pour aller dans le creux de votre question, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder, mais la réponse était dans votre question, vous avez dit sauvegarder. Peut-être que vous ne l'avez pas perçu comme ça en le disant. Justement, il faut sauvegarder, mais comment on fait pour sauvegarder? C'est là la question. Les premières questions, le parrain, ça fait très Al Pacino, mais c'est pas grave. Voilà, je préfère, parce que quand on dit le parrain, ça fait Al Pacino et tout le reste. Depuis, j'entends le parrain, moi j'ai peur. Dans les questions que vous avez posées avec la dame, ça renvoie à une solution unique. Il y en a peut-être deux. Mais puisqu'on est dans une perspective de construction, en fait, puisqu'il vous préserve. C'est une question de politique publique. C'est-à-dire que l'État, il a dit qu'il ne connaît à personne. Moi, je cogne. Moi, je cogne partout. Je dis ce que je pense. Il faut que les pouvoirs publics s'emparent de ce genre de questions. C'est des questions fondamentales et qui touchent à la préservation de ce, mon frère, qui ici a parlé d'identité. On ne badine pas, on ne transige pas avec ça, en fait. Je vais vous prendre un exemple que moi je suis pratique. Ceux qui m'ont suivi déjà, Diaboy le sait, je parle le plus simplement possible. Le Cameroun, vous le savez tous, on parle du continent, c'est pompeux, mais bon, ça ne veut rien dire. Le Cameroun a deux langues officielles, l'anglais et le français. Mais les langues nationales, ce qu'on appelle nationales, nos langues patrimoniales, nous on en a au moins 250. Partout où vous arrivez, chacun a sa langue chez nous. Quand on perd, l'Allemagne perd la guerre, vous savez, on a toujours été les conséquences de ce qui se passe ailleurs. Ils perdent leur guerre là-bas et puis partagent les colonies en Afrique en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. On parlait allemand au Cameroun. Quand les Français sont arrivés en 1916, ils ont dit qu'on ne veut plus entendre parler l'allemand. Vous savez ce qu'on a fait? On a pris un décret. On a pris un décret. Je parle de politique publique. Et dans le décret, c'est clair. Celui qu'on entend parler encore la langue de c'est-à-dire 25 coups de bâton, etc., etc. Quelque temps après, l'allemand a disparu. La langue. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on parle français et anglais. On ne parle plus allemand. C'est des décisions politiques qu'il faut prendre, ces décisions fortes. Je vais terminer là-dessus. Vous connaissez l'exemple du Rwanda. Le Rwanda parlait français, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps. Vous le savez. Je parle de ce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle là-bas comme langue? C'est vrai que ce n'est pas une langue rwandaise, mais on a dit cette langue-là, on ne la veut plus parce que. Et ils ont adopté l'anglais. Et tout le monde parle anglais en commençant par le chef de l'État. Vous voyez? Donc, c'est des décisions politiques. La question que le frère pose est une question fondamentale. Les valeurs se perdent. Au-delà des valeurs, c'est l'identité qui se perd en réalité, comme il le disait. Parce que l'enjeu de votre atelier, je vais revenir dessus dans mon exposé, c'est un enjeu identitaire. Je ne vais pas en dire plus parce que j'expose tout à l'heure après lui. Donc, pour répondre à votre question, c'est les pouvoirs publics. On dit, voici. On appelle les experts. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils proposent. Nous, on propose toujours, mais vous savez, la décision finale, ce n'est pas celle des chercheurs, en fait. Ah, c'est ça, parce que votre question, ce n'est pas à nous qu'il faut c'est pas à lui qu'il faut la poser. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre la parole pour le défendre. Parce que nous,
on a notre identité d'exposant, donc on est ensemble. Donc c'est pour ça en fait. Donc la question, il faut la poser à des hommes politiques. La prochaine fois que vous aurez un atelier comme celui-ci, invitez les institutionnels aussi, on viendra choquer. Pour que, peut-être pas la vérité, mais qu'on se dise les choses telles qu'on doit se dire, afin que chacun, nul n'en ignore. Parce que quand il faut prendre les décisions, c'est pas lui. Lui réfléchit, vous dit voilà, mais les gens qui décident et qui imposent, parce que la décision finit à la force de droit, comme on dit, de loi, elle s'impose. Ce n'est pas lui, le pauvre. Il vous dit ce qu'il a à dire après. Bon, si les politiques ne s'emparent pas des résultats de son travail, il n'est pas le seul. Hein, et c'est la question qui se pose un peu partout. Donc la question que vous posez, elle est non seulement essentielle, au sens philosophique, parce que j'ai entendu le parrain dire le sens et la direction. Il parle comme Hegel. Vous m'avez fait peur ici. Donc, c'est lui qui parlait comme ça. Mais il a raison, en fait. Il a raison. Donc, c'est des décisions politiques. S'il y avait un institutionnel ici, lui, il aurait l'obligation de vous répondre et de vous donner la réponse, la bonne, parce que ça se perd ce que vous dites. On peut en parler comme ça fait peut-être sourire, mais après, ça s'effrite et puis ça disparaît. Donc, je tenais à... C'est des éléments de compréhension pour en discuter autant que vous voulez. Merci. Merci bien. Merci. Oui. Je vois une main. Bon. Oui, moi, je suis M. Buzelot. Je suis arrivé en 1947 en Côte d'Ivoire. C'est pas petit. Et mon père avait acheté une plantation à Zouinoula, donc à côté de Béoumi. Donc, je suis très amoureux de ma ville de Zouinoula et le Zaouli. Nous sommes, je suis en train de, bon, je suis dans la musique depuis 1960, donc ça fait 60 ans. Donc j'ai enregistré le Bonsoir, ça va, Bonne Arrivée, qui a fait le tour des télévisions. Ici, j'ai enregistré du Sénoufo. Je suis allé directement dans les villages dans les années 90. Voilà. Et je suis en train de... Nous sommes... je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y a eu un film sur Bernard Dadier. Un film qui a été même présenté à l'UNESCO à Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Sur la vie de Bernard Dadier qui est décédé il y a quelques années. Donc nous sommes en train de faire avec la même réalisatrice pour Canal+, pour TV5, nous sommes en train de faire un film sur la musique en Côte d'Ivoire et sur ma vie, puisque j'ai toujours été en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Même le président Oufouette m'a donné ma nationalité et tout ça. Donc je voudrais vous dire que le Zaouli, c'est dans mon cœur parce que j'ai assisté à beaucoup de danses et ça me prend au cœur. Et donc ce film va retracer, nous allons monter dans la région de Zouinoula où j'ai habité pendant 5 ans, à côté du Bandama. Même quand il y avait des crues, les crocodiles venaient vers la maison. Donc nous sommes en train de préparer ce film. C'est pour vous dire que la musique, nous allons rencontrer les vieux chefs qui ont connu ma famille et nous allons faire un spectacle de danse Zaouli très fort. Voilà, c'est pour ça que je voulais, comme vous avez parlé du Zaouli, non, mon épouse n'est pas camerounaise, non. J'ai eu une française, j'ai eu une métisse guinéenne et puis j'ai eu une ivoirienne maintenant.
Je suis multiculturel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci bien. Je pense qu'après l'atelier, on pourra échanger par rapport à votre projet. Merci. Il y a une main, je vois une main. Salut à tous, ici Thomson Dablemont, enseignant de philosophie. Ce thème que nous abordons, il est vraiment central. Mais dans nos cours de philosophie, on nous interdit de toucher certains points, même à l'école. Parce que quand nous prenons le programme, on a un cours, on dit histoire et humanité. Mais quand on fait le cours, on nous demande de survoler, de nous attarder seulement sur la diversité. Mais au fond, c'est que sous nos cieux ici, on a fait mourir la nation pour faire vivre la République. C'est ce qui crée le nœud de tout ce que nous avons en Afrique ici. Un peuple ne peut se développer sans sa culture. Parce que la culture d'un peuple, c'est le poumon même de ce peuple-là. Quand on prend aujourd'hui l'Afrique n'a aucune identité parce qu'elle s'est dépaysée, elle a été déracinée, elle a perdu ses valeurs. Quand nous prenons les peuples qui ont été colonisés, si vous remarquez bien, ceux qui ont pu sortir de la colonisation et se développer, ce sont des peuples qui sont attachés à leur culture. Regardez la culture chinoise. On va parler de mondialisation. Oui, ils ont la technologie, mais ils ont aussi leur tradition. Ils ont aussi leur coutume, ils ont gardé en eux ce qui fait la Chine aujourd'hui. Et lorsque un peuple n'a plus rien, la seule force qu'un peuple peut puiser pour se relever, c'est sa culture. Mais si elle abandonne sa culture, elle ne peut jamais s'en sortir. Nous allons inventer toutes sortes de programmes de politique, on va parler de monarchie, de démocratie, tout ça c'est du verbiage. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, tant que l'Afrique ne revient pas à ses fondamentaux, elle ne pourra pas se développer. Parce que tel que l'homme a été conçu, il évolue avec ce qu'il a et ce qu'il est. Et nous les Africains, dans ce que nous sommes, il y a nos cultures, il y a nos valeurs. Donc le combat aujourd'hui de l'Africain, c'est de non seulement se relever. Prenons le cas aujourd'hui de nos langues. Moi, j'ai fait un peu le Togo. C'est vrai, on enseigne le français, l'anglais, mais on enseigne aussi au moins 2 langues, l'Ewe et le Kabye. Mais chez nous, ici, on a 62 langues. On enseigne quelle langue? Donc, même dans nos langues encore, nous pensons en français. Donc, il y a des choses, même si le vieux au village veut te dire peut-être en gourou, il ne sait pas comment il va te dire ça. Puisque, en force de parler le français, il y a nos mots même dans nos langues qu'on oublie. Pourtant, nous pensons toujours dans un langage. Et le langage fait partie de notre culture. Donc aujourd'hui, je crois que ce thème est très bien pour que nous sachions que tant que nous ne donnons pas de la valeur à notre patrimoine, personne ne le fera pour nous. Merci pour la contribution. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Eric Kovena. Pour enchérir ce que le frère a dit, il y a aussi un impact de nos religions. Aujourd'hui, pour que les religions puissent s'implanter, on a dû bannir et puis rejeter tout ce qui est tradition. Or, moi, je pense qu'on aurait pu allier les deux choses pour permettre à nos populations de s'ancrer dans la tradition et aussi d'adorer aussi Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart des églises, la plupart des confessions rejettent catégoriquement tout ce qui vient de nos traditions. On voit tout en sorcellerie et ça crée vraiment de nombreux problèmes dans les familles, dans le pays, partout. Il y a des familles même où on interdit carrément les gens d'aller au village. Moi, par exemple, j'en fais les frais. On est resté à Abidjan pratiquement toute notre vie. On a tourné un peu pratiquement toute notre vie sans aller au village. Il a fallu que nous-mêmes on grandisse et qu'on prenne le pas. On dit bon, cette histoire d'associer au village là, nous on va les voir clair dedans.
et on est allé dans nos villages, on a appris. On partait avec la grand-mère le jour où il y a les fétiches sortent, on fait les feux de camp, on a appris. Moi, ça m'a beaucoup servi. Quand je suis revenu, j'ai véritablement aimé ma culture, j'ai véritablement aimé le village, de telle sorte que chaque année, je faisais forcément un tour au village pour aller m'imprégner un peu de nos différentes cultures. Et il faut qu'on revoie cet aspect-là. On ne demande pas aux gens de ne pas adorer, de ne pas être dans les religions. Mais il faut que ces guides religieux-là n'essaient pas de bannir nos traditions. Parce que ça devient récurrent. Et c'est ce qui, fondamentalement, tue la chose. Moi, un exemple, par exemple, j'ai eu un démêlé avec quelqu'un qui m'a volé. Il a volé mon téléphone et on allait pour aller consulter. On a allé consulter et il s'est avéré que c'est cette personne-là qui a volé le téléphone, effectivement. Mais le gars, il est allé porter plainte à la gendarmerie. Moi, je suis arrivé à la gendarmerie et c'est moi on accuse de pratiques occultes. Et on me fait sortir une loi qui dit que non, que c'est interdit par la loi. C'est-à-dire, nous-mêmes, nos pratiques là, l'État même interdit ça. Bon, où on va? C'était un peu ça. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. À toute l'équipe du collectif des acteurs culturels. Donc, il y a de brillants cerveaux dans cette équipe-là. On va passer la parole à Kadji. Tout à l'heure, notre intervenant du Cameroun nous a rappelé la responsabilité de l'État. Mais nous tous ici faisons le constat de la faiblesse de nos États quand il s'agit de prendre un certain nombre de décisions. Moi, j'aimerais revenir sur des éléments qui ont été un peu évoqués, mais on va dire survolés. La présence, ou du moins la confrontation que nos traditions et coutumes ont dû avoir avec les religions importées. Aujourd'hui, même dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a des gens de certains groupes ethniques qui ne savent même plus ce qui est de l'ordre de la tradition et ce qui est de l'ordre de la religion. Tellement ils ont été phagocytés par tout ce qui est venu là. Des gens débarquent dans nos villages sous prétexte qu'ils viennent évangéliser ou islamiser. Ils détruisent littéralement tout ce qu'ils trouvent comme patrimoine culturel. Et ça se fait avec la complicité, la complicité de nos propres parents, parce qu'ils assistent à ça sans trop réagir. Et aujourd'hui, il faut se l'avouer, il y va de la responsabilité de nos chefs de communauté avant d'arriver à l'État, nos chefs de communauté, nos chefs de famille. L'impression qu'on a, ou du moins le constat qu'on fait, c'est que si on a été vaincu par les colons, on a d'abord été vaincu culturellement. C'est parce qu'ils nous ont vaincus culturellement que nous sommes encore au stade où nous sommes. Comme quand on a lié trop longtemps les pattes d'un poulet, même quand on lui coupe le fil, il a l'impression d'avoir toujours les liens, il reste là. Et aujourd'hui, c'est une problématique majeure. Je pense que chacun de nous ici a vraiment une grande responsabilité. Quand moi je commençais ma carrière, parce que je chantais en langue baoulée, les animateurs radio et télé ne voulaient pas me passer à la radio ni à la télé, parce que ce qui était à la mode, c'était de faire l'américain, de singer les Américains. Et on me reprochait de vouloir transformer les jeunes Ivoiriens en villageois. Il y avait deux groupes qui ont été victimes de ça. Ces deux groupes, c'est deux entités dans lesquelles je travaillais, Negromorphine et moi. Et pendant longtemps, on a été combattus pour cela. Et au final, les seules entités qui ont pu survivre à toute la vague qui est sortie à l'époque, c'est justement ceux qui s'étaient appuyés sur leur langue, sur leur tradition. De tous ceux avec qui nous avons commencé, tous ceux qui ont eu les succès de départ avec en singeant les Américains, ils ont quasiment tous disparu parce qu'on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. Comme le dit Bob Marley, you can't run away from yourself. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Et
trop de nos frères ont oublié ce qu'ils sont parce que l'environnement même les conditionnait ou les poussait à cela. Mais eux-mêmes n'avaient pas suffisamment de force pour résister. Donc je veux dire, on parle aujourd'hui d'indépendance et de toutes ces notions-là, mais tant que culturellement, nous sommes des consommateurs et non des producteurs de culture, on va forcément subir. Aujourd'hui, quand on donne un hamburger à quelqu'un, qu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut comme boisson, il dit un coca. Pourtant, il peut prendre un bissap, il peut prendre un nyamankouji. Mais parce que culturellement, on lui a mis dans la tête que les hamburgers, ça va avec le coca. Et les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point nous sommes infiltrés. À quel point nous sommes infiltrés. Au niveau de l'État, il y a certes la responsabilité, mais nous, en tant qu'artistes, en tant que chefs de communauté, et même en tant que parents, moi je parle ma langue, mes enfants, beaucoup moins que moi, j'en ai des cauchemars, j'essaie chaque fois de les remettre dedans à de la musique, à des choses un peu ludiques. Mais combien d'entre nous ici ont des enfants qui parlent leur langue? Ça passe par ce genre de choses-là. Et on a l'impression que oublier nos traditions, c'est être à la page, c'est être à la mode. Et tant que chacun de nous ne prend pas conscience de cela, on aura beau définir les politiques nationales de préservation de notre patrimoine, mais tant que chacun ne fait pas son petit effort à son niveau, on n'y arrivera pas. Ok, merci bien. J'aimerais ajouter, aller dans le même sens. Hier, j'écoutais une vidéo du président Félix Houphouët-Boigny de 86 et il disait, c'était une vidéo de quoi, 1 minute 30, il dit que ne sont pas complexés. Voilà, les Africains sont complexés, ne sont pas complexés, que les États même, que les États développés aujourd'hui, les Français, qu'on appelle Français, ils n'étaient pas Français, ils étaient des Gaulois. Voilà, ils étaient des Gaulois. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on a été colonisés, mais nous devons, comme Kajim l'a dit, nous devons garder nos traditions. C'est vrai que nous autres, on ne pourra plus rattraper ce retard parce que c'est 50 ans, 100 ans en arrière. Mais nos enfants, nos petits-enfants doivent avoir le droit d'échapper à ce que nous sommes en train de vivre. En fait, c'est ça. Si nous ne pourrons plus rattraper ce retard-là culturellement, mais nos enfants, nos petits-enfants, nous devons leur donner cette chance-là de le faire. Des enfants qui ne parlent pas la langue de leurs parents, ils parlent français. Ils ne parlent pas la langue de sa maman, de son papa. Il y a un problème, il y a un complexe également duquel les Africains, nous devons tous sortir. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'État qui doit prendre des décisions politiques, voilà, pour pouvoir aider dans ce sens, mais comme il a dit également, individuellement, voilà, chacun a sa part de responsabilité. Je pense que c'est une question qui se trouve au niveau de l'esprit de chacun d'entre nous. Voilà, si on se dit que la langue française, ou bien tout ce qui est importé, c'est ce qui est civilisation, ou bien c'est ce qui est bon, je pense que il faut déconstruire ça. C'est vrai que ça va mettre du temps, mais il faut le faire, quoi, en fait. C'est ce que je peux dire. Voilà. Je peux dire, voilà. Donc, à chacun de se battre à son niveau. Voilà. Le patrimoine culturel, comme Bernard Dadier le disait, la culture, c'est l'âme d'un peuple. C'est notre âme. Voilà. Donc, si tu ne peux pas parler ton ethnie, tu ne peux pas parler ton dialecte, comme on le dit, tu ne sais pas parler français, tu es hybride. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, malheureusement, nous sommes beaucoup hybrides. Voilà. Oui. Nous qui enseignons, quand tu vois ce que les enfants écrivent de fois, tu dis vraiment. Oui, mais c'est vrai, ils ne peuvent pas parler, c'est pas parler Senufo, c'est pas parler Gourou, c'est pas parler BT, il ne sait pas écrire en français. Donc, oui, mais ça fait rire. On nous met des notions de développement durable, intelligence artificielle, mais ouais, et l'intelligence artificielle encore, ce qui est dangereux, c'est qu'on veut substituer le robot à l'être humain. Donc ça veut dire que c'est comme si tout ce qui vient d'ailleurs, c'est ce qui est mieux. Avec tous les vices, les dérives qu'on connaît. Ouais, donc c'est un peu ça. Je pense que c'est à chacun de se battre. Voilà. Et on doit donner cette chance-là à nos enfants, à nos petits-enfants,
de pouvoir rattraper le retard. Voilà, c'est à eux de rattraper ce retard-là, et de prendre le train culturel et puis de faire avancer notre culture. Pour nous, c'est déjà fini. Bon, enfin, si je peux le dire ainsi. Voilà, donc c'est à nos enfants de se battre, et c'est à nous, les parents, de leur inculquer ça. D'abord la langue. Et c'est une expérience bien réussie au niveau des malinqués, les écoles coraniques. La chicotte est là, si tu ne parles pas le bambara bien marqué, on te chicote. C'est ça. Souvent aussi, il faut ça. C'est vrai que ce n'est pas le modèle parfait, mais déjà, le petit, il parle le bambara, il parle le malinqué déjà, il grandit avec ça. Des fois même, au CP1, bien, on l'interroge, il commence à te parler tout là. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ok. Merci. Merci bien à M. Akishi Valère. Il est chef de service documentation et archives à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Merci infiniment, monsieur, pour cette brillante communication. Okay. Je peux dire un dernier mot. J'aimerais remercier les organisateurs, voilà, de nous avoir associés à cette activité-là. Nous sommes tous de la culture, et ce sera toujours un plaisir si Dieu nous donne la santé, voilà, on sera toujours là pour défendre notre culture. C'est important, Kajim et tout ça. En tout cas, merci aussi aux autres panélistes qui sont arrivés. Voilà, merci bien monsieur Ono, je crois. Je pense que je ne crois pas le nom. Merci. Voilà. Je pense que ce point sur lequel nous sommes en train d'échanger, ça peut être l'objet d'une session de formation. Voilà, il faut penser à ça et inviter notre ministre et puis les autorités pour que on puisse, comme il a dit, ce que nous disons, il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y a des choses aussi qui n'étaient pas nos compétences. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier encore pour... Voilà. Merci. Merci bien de bien vouloir ovationner M. Akishi Valère. Donc, il a été le premier intervenant. À sa suite, nous allons recevoir notre expert venu du Cameroun. Il est